d'abord, je remercie les organisateurs d'avoir pensé à inviter France Alzheimer, qui est une association qui existe depuis 25 ans, composée de familles et de personnes malades, et qui est la seule association reconnue d'utilité publique dans ce domaine. Donc merci aux organisateurs, à Sciences Po, et merci, et je vois dans la salle des partenaires que je connais depuis longtemps, donc l'URAF PACA qui s'est caché au fond, et Médéric Alzheimer également, avec qui on a des liens au niveau national à Paris. Donc cette table ronde, le thème de cette table ronde, c'est comment intégrer les personnes malades et leurs proches dans la vie de la cité. Donc la première intervenante, c'est Élodie Lys, qui est gestionnaire de cas à la Maya 13, Institut de la maladie d'Alzheimer, et qui va commencer cette session. Bonjour. Alors j'ai moi aussi un petit problème, je pense que ça marche. Là c'est... Non, là c'est bon. D'accord. D'accord, parce que comme il y a une épidémie de trachéite, je pense, dans la région, alors je suis désolée, j'ai la voix un peu... donc je vais vous demander d'être attentif parce que je ne vais pas trop parler fort. Et donc effectivement, comment intégrer les personnes et leurs proches dans la cité? Alors en Provence, j'ai fait un peu une petite note d'humour. Je vais vous parler au travers de 3 situations qui vont me servir donc, tout au long de ma petite présentation pour illustrer finalement les questions que soulève l'intégration, la question de l'intégration des personnes dans la cité. Donc c'est l'histoire de César, Fanny et Marius. Donc César, je vous les présente rapidement, puis après César, 87 ans, veuf, sans enfant, propriétaire, il vit seul. Il est bénéficiaire d'une gestion de cas depuis mars 2010, plutôt solitaire. Il entretenait peu de rapports avec ses neveux et nièces qui sont sa seule famille. Il bénéficie à l'heure actuelle d'aides mises en place très progressivement. Donc il a un infirmier 2 fois par jour, auxiliaire de vie 4 fois par semaine, une équipe spécialisée Alzheimer qui intervient depuis 15 jours, et ce pour 3 mois. Une mise sous protection judiciaire a été prononcée en octobre 2011 pour ce monsieur. C'est une tutelle familiale. Fanny, 80 ans, célibataire, sans enfant, locataire, vit seule, bénéficiaire d'une gestion de cas depuis septembre 2010. Elle vit dans le quartier où elle est née. Elle vit même dans le cabanon de ses parents. Donc, elle est connue comme le loup blanc dans le quartier. Elle a un frère handicapé et une belle-sœur. Elle bénéficie d'aides également qui ont été mises en place extrêmement progressivement. Elle a un infirmier 2 fois par jour, une aide ménagère 5 fois par semaine, bénéficiaire de portage de repas, et elle bénéficie d'une mise sous protection judiciaire depuis juillet 2011. C'est une tutelle professionnelle. Marius, enfin, 63 ans, marié, 2 enfants, dont un fils décédé, vit avec son épouse dans un appartement en location depuis juin 2010. C'est une personne qui a été victime des inondations dans le Var, en juin 2010. Un gros bouleversement dans leur vie. Bénéficiaire d'une gestion de cas depuis octobre 2010. Il bénéficie également d'un passage infirmier 1 fois par jour, une aide ménagère 1 fois par semaine et l'accueil de jour 3 fois par semaine. Ça, ils vont nous suivre tout au long de notre petite présentation. Donc l'intégration, on entend généralement par intégration un individu qui souhaite appartenir à un groupe, un milieu social, la cité finalement. Il doit alors s'y adapter, il en apprend les normes, les valeurs, les codes. L'intégration, c'est lorsque l'individu adapté à ce milieu s'y confond. On peut aussi à ce moment-là parler peut-être de normativité. L'intégration peut aussi s'entendre comme une démarche réciproque entre un individu et un milieu social, chacun faisant sa part, son petit bout de chemin pour accueillir l'autre. Puis là, dans la diapositive, vous voyez qu'il y a effectivement une 3e solution, qui est un individu avec un milieu social qui fait une démarche, et donc ça, j'en parlerai un peu plus loin. La maladie d'Alzheimer et l'intégration. La maladie d'Alzheimer est une pathologie, comme il a déjà été dit ce matin, neurodégénérative, donc évolutive, progressive. Elle entraîne petit à petit des pertes fonctionnelles et cognitives, qui ont des conséquences sociales pour la personne atteinte et pour ses proches. On retrouve souvent le repli sur soi, l'apathie, la diminution, le retrait des activités sociales, un isolement social, familial, ce que vous avez appelé la perte du lien social. Du coup, l'intégration de ces personnes et de leurs proches nécessite une autre démarche. Une démarche d'adaptation de la cité vers les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches. C'est parce que la société mettra en œuvre ce qui est nécessaire
que les personnes pourront s'intégrer. En tout cas, j'y crois profondément. La cité est imputable de l'intégration des personnes malades et de leurs proches. Alors, je voulais faire une petite aparté sur cette semaine, c'est la semaine du handicap. Et justement, je pense que vous avez sûrement eu l'occasion de voir au niveau du JT du 20h, je ne sais plus quel jour, avec le consul de France à Londres. Et il démontrait qu'à Londres, il était bien plus facile finalement d'être en fauteuil qu'à Paris, parce que la cité, la société anglaise a tout fait pour qu'effectivement être adaptée au handicap, et donc pour faciliter la vie dans la cité. Donc c'est l'adaptation de l'environnement social qui permet l'intégration. Ça m'a énormément interpellée cette semaine. Donc l'intégration de ces personnes, l'intégration des proches d'abord, je vais parler. Parce que c'est quelque chose qui me semble essentiel. Lorsque le proche effectivement est intégré, il participe à l'intégration de la personne malade. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui beaucoup d'associations ou d'institutions qui participent à l'intégration des proches familiaux aidants ou non. Parce qu'il faut aussi voir ce qu'on appelle des proches. Ils ne sont pas toujours tous aidants. Alors, on les intègre au travers de formations qui peuvent leur être proposées quand ils sont des proches aidants, de groupes de soutien, des groupes de parole, consultations famille aussi, des possibilités de vacances ou de week-end, d'activités sociales. Il y a aussi les préventions de l'épuisement du proche aidant, avec les solutions de répit, le baluchonnage aussi. Ou encore cette initiative, je crois, qui est soutenue d'ailleurs par la Fondation Médéric Alzheimer, qui est le système du logo, un peu comme ce matin la personne en Belgique, ça se fait dans les commerces. Hein, je ne sais pas si c'est en œuvre déjà. Ou... D'accord, bon, voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un peu l'espèce de Alzheimer friendly, avec où effectivement, ça serait dans les restaurants, d'après ce que j'ai compris, et vous en parlerez, donc je n'en parle pas. Voilà, donc en tous les cas, il y a plein d'initiatives qui sont mises en œuvre pour permettre aux proches d'être intégrés, et parce que je pense qu'on touche du doigt sur le fait qu'un proche intégré va intégrer facilement la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, va moins se sentir stigmatisée, et donc ça se passera mieux. Voilà. Ce que je voulais dire avec ça par rapport à l'exemple en introduisant César et Marius, l'intégration des proches, ça a été pour moi dans l'exemple de César, donc César, hein, c'est ses neveux et nièces, donc une nièce qui s'occupe notamment beaucoup de lui, le fait que on leur ait permis de petit à petit reprendre du lien avec cet oncle avec qui ils n'avaient absolument pas de contact, mais où on leur a, enfin moi ça a été mon travail un petit peu, de leur montrer que certes il avait un diagnostic qui avait été posé, mais ça restait l'individu que peut-être ils avaient toujours connu, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont constaté, plutôt solitaire, un peu ronchon. Et moi j'ai beaucoup travaillé avec eux sur justement comment faire et comment les aider eux dans le chemin avec cet oncle malade pour pouvoir faciliter le maintien dans la société de César, et qu'il soit respecté aussi dans sa volonté de rester chez lui comme il vivait auparavant. Et puis par rapport à Marius, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'aidant de Marius, c'est son épouse. Donc là, on est sur une entité, hein, c'est sur un couple. Et ça aussi, c'est important parce qu'elle en parle extrêmement volontiers de cette stigmatisation. Elle en parle notamment quand elle va faire les courses au Carrefour Market, et elle l'emmène parce qu'elle trouve que c'est important qu'il sorte un peu de chez lui quand même, Marius. Et elle se sent gênée des fois par le regard des gens. Et notamment, elle dit parce que des fois, il va avoir des attitudes que les gens ne comprennent pas, et ça peut être extrêmement problématique. Voilà. Alors elle aimerait, alors ça peut être une idée d'ailleurs, elle dit que ce serait bien qu'aux caisses prioritaires, ça puisse être considéré comme une priorité de passer quand on est avec quelqu'un comme ça. Je ne sais pas si c'est... Voilà, enfin, moi ça me fait rire, quand je trouve ça extrêmement bien quand les gens proposent et suggèrent des choses comme ça. Là, cette épouse-là, elle est assez rigolote, elle a plein d'idées. Au niveau de l'intégration des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et là, c'est lorsque la cité participe à leur intégration, j'y tiens beaucoup. Donc le plan Alzheimer, il y en a qui n'aiment pas le plan Alzheimer, 2008-2012 a quand même insufflé une réflexion qui est toujours croissante, je crois, sur l'intégration des personnes et de leurs proches dans la cité, et notamment au travers du dispositif Maya avec les gestionnaires de cas, qui font aussi partie de cette action de plus d'intégration pour ces personnes dans la cité. Alors comment le gestionnaire de cas participe au processus d'intégration de la personne, travailler avec et pour les personnes. Le gestionnaire de cas intervient auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en situation complexe, vivant à domicile et qui souhaitent rester à domicile.
Le gestionnaire de cas donc, participe au processus d'intégration de ces personnes, tout d'abord et essentiellement, en tous les cas pour moi, je trouve, par son évaluation multidimensionnelle, par son action continue et de coordination. Alors l'évaluation multidimensionnelle est fondamentale, c'est une approche centrée sur la personne, elle aborde tous les aspects d'un individu. Son environnement, ses liens sociaux et familiaux, ses centres d'intérêt, ses capacités et performances fonctionnelles, son état de santé, ce que la personne est et a été. Cette évaluation se fait en autant de temps que nécessaire. La notion de temps est fondamentale. Le gestionnaire de cas n'a rien à offrir a priori. Aucun service rendu immédiat. Alors souvent, ça laisse un peu perplexe. On se demande à quoi ça sert un gestionnaire de cas. Eh bien, gestionnaire de cas, c'est observer, réfléchir, prendre le temps de définir les objectifs et d'établir ce que l'on va pouvoir mettre en place pour que cette personne continue à vivre au domicile. Et des fois, c'est rien du tout. Il n'y a rien à mettre en place, il y a juste à aller s'assurer que tout va bien, que continue à faire du lien. Cette élaboration se fait avec la personne et ses proches lorsqu'ils sont présents, et ça c'est important aussi, si la personne suivie le veut. Parce que d'abord, ils ne veulent pas forcément que les proches, qui peuvent être simplement la famille, soient présents et partie prenante dans leur choix. Nous utilisons les ressources existantes pour les adapter à la situation. Faire du vrai sur-mesure, du cousu main. L'idéal, c'est cela, l'adaptation de l'existant à la situation de la personne et non la situation qui s'adapte à l'existant. C'est ça, c'est quand même un petit peu ce qui se fait. Alors la cité est peut-être intégrante. Pour que cela puisse se faire, le gestionnaire de cas travaille beaucoup avec les professionnels intervenant au domicile. Il faut que les services proposés soient adaptés au mieux aux réalités des besoins de la personne. Au domicile se met alors en place une équipe éclatée, comme des espèces de morceaux de puzzle. Ils ont tous leur utilité, mais il faut trouver exactement la place de chacun. Le gestionnaire de cas doit faire en sorte que ses intervenants sentent qu'ils font partie de cette équipe. Cette équipe doit être avant tout respectueuse de la volonté des personnes pour lesquelles elle intervient. Elle facilite effectivement le maintien à domicile, mais cela n'ouvre pas droit à la toute-puissance. C'est une équipe au service de la personne et de ses proches. Alors, exemple par rapport justement au respect de la volonté de la personne, donc dans la situation de César, c'est ce que je vous expliquais, où avant qu'il y ait cette mise sous tutelle qui a été décidée par la famille parce qu'il s'est retrouvé spolié, on lui a fait signer un contrat, il s'est retrouvé avec une telle assistance pour 48 mois, je crois, alors qu'il ne sait même pas à quoi ça sert. Moi, il m'a dit que c'était pour vérifier si le frigo marchait quand je lui ai demandé. Donc la famille, quand elle a vu ça, a décidé de mettre sous tutelle. Donc tout le travail moi, j'ai beaucoup accompagné la famille là-dedans avant. Ils culpabilisaient beaucoup. On était dans ce que la dichotomie dont parlait aussi Monsieur Exil un peu plus tôt ce matin en disant, effectivement, la famille veut respecter, et là c'était vraiment le cas, voulait respecter la volonté de César de rester chez lui. Et puis en même temps, il y avait la réalité de leur propre sécurité quand même. Et puis de leur propre responsabilité aussi vis-à-vis des autres neveux et nièces qui sont finalement derrière tout ça les héritiers. Ça, c'est quand même aussi un petit peu la réalité. Donc voilà, donc moi, ça a été ça mon travail, ça a été beaucoup de travail avec eux, de leur dire que finalement, tout le monde avait un intérêt peut-être à cette mise sous protection, eux comme César. Et puis là, maintenant, comme ils sont tuteurs, j'ai décidé de les faire partie. Enfin, je leur ai expliqué qu'ils faisaient partie de cette équipe éclatée, et donc, de ce fait, on les fait vraiment, ils participent à tout, et ils sont très contents de faire partie de l'équipe. Je pense que ça les rassure beaucoup dans la gestion de la tutelle, en fait. Par rapport à Marius, je voudrais rapidement vous raconter un peu son histoire, Marius. Là, très récemment, on a vécu un épisode un petit peu aigu. Son épouse m'a appelé, enfin, je l'ai appelé pour savoir un petit peu comment ça allait, comment ça se passait. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Elle était vraiment au bord du gouffre, extrêmement épuisée. Elle ne m'avait pas appelé parce qu'elle pensait que moi, on m'appelait juste pour mettre en place des aides, justement. Puis voilà, mais que si elle était épuisée, elle n'avait pas forcément à me le dire. Puis j'étais là plus pour son mari, pour elle. Donc ça aussi, c'est toute la difficulté finalement pour qui le gestionnaire de cas travaille. Sur l'entité du couple, en tous les cas, c'est très compliqué. Alors là, pour le coup, quand elle m'a appelé, moi, je me suis retrouvée dans une situation un petit peu délicate parce qu'elle me dit j'en peux plus, bon, je dors plus, je suis épuisée. Vous savez, je pense même à en finir. Et si j'en finis, j'en finirai pas tout seul. Je suis obligée de l'emmener avec moi parce qu'il peut pas rester seul. Alors, je me suis dit quand même un petit peu dans une urgence. Il faut agir vite. Donc ça fait plusieurs fois que cette dame, je lui avais parlé des solutions de répit, etc. Mais c'est pas facile parce que même si on en parle, le mettre en œuvre, c'est compliqué pour les dents, là, pour l'épouse. En tous les cas, dans cette situation, c'était compliqué. Elle vivait beaucoup de culpabilité. Mais là, on a dû agir vite. Ça a été pas évident.
parce qu'évidemment, elle ne voulait pas le laisser, mais en même temps, elle en avait besoin. Et moi, j'ai dû rapidement mettre en œuvre donc, un accueil temporaire. On a trouvé, heureusement, une maison de retraite qui joue vraiment le jeu de l'accueil temporaire. Donc, ils ont accueilli pendant 2 semaines Marius, le temps que son épouse se repose un petit peu. Bon, est-ce que c'était la solution? Moi, je sais que ça m'a posé beaucoup de questions, parce que je me suis dit, finalement, moi, mon travail, c'est auprès de Marius. Mon travail essentiel est de respect de la volonté de Marius, qui est de rester chez lui quand même. Et là, je respecte la volonté de qui? Et je travaille pour qui? Et est-ce que finalement, respecter la volonté de la personne qui est son épouse, est-ce que je respecte César au travers de son épouse? Enfin voilà, moi je sais que ça m'a posé question, alors je vous amène ce petit cas d'école, parce que c'est toujours intéressant de réfléchir à ça. En tous les cas, voilà, pour le gestionnaire de cas, c'est pas toujours évident de coordonner ces différentes équipes éclatées. Et ces différentes équipes éclatées qui, bien souvent, n'ont pas l'habitude de travailler en concertation. Ils ne réalisent pas toujours le champ d'action des autres, ils ne connaissent pas non plus forcément les compétences et les atouts qu'ils peuvent apporter aux autres. Alors le rôle du gestionnaire de cas est de faire en sorte qu'ils réalisent combien et comment leur action impacte sur celle des autres. Il y a interdépendance, et surtout que ce qui est l'idéal de l'idéal, c'est quand cette équipe éclatée, le puzzle est constitué, à ce moment-là, et bien effectivement, on est dans une espèce de synergie qui est extrêmement, extrêmement positive pour la personne qui est aidée. Alors, moi, autre problématique que j'ai pu rencontrer, là, ça sera ça. Ça va être qu'effectivement, pour que cette synergie s'opère à domicile, il faut souvent partager des informations dites pertinentes. Alors, informations pertinentes qui amélioreront la qualité de vie des personnes suivies. Du moins, on souhaite que ce passage soit fait pour optimiser les prises en charge. Alors, on se pose la question, en tous les cas, moi, je me suis beaucoup et je me la pose souvent. Est-ce que connaître le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est une information pertinente à avoir pour un intervenant? Alors, avant, j'aurais dit oui tout de suite. Hein. C'est vrai que ça, c'est important. Comme de savoir que la personne est épileptique ou diabétique, c'est essentiel pour réagir si c'est nécessaire. Alors, j'ai un peu changé au niveau de mon discours parce que finalement, je me dis... est-ce que connaître le diagnostic est réellement pertinent, ou est-ce que les conséquences sociales, les manifestations de la maladie vont être importantes à savoir, à connaître? Parce que finalement, est-ce que pour pouvoir aider quelqu'un quand la personne en a besoin, est-ce que de savoir que cette personne est peut-être un amateur infini, je disais ça l'autre jour à mes collègues, de l'Ecclésio, c'est pas plus important que de savoir que la personne est atteinte de la maladie d'Alzheimer? Moi, je ne sais pas, mais je me dis que voilà, connaître les développements neuro, physio, biologiques, etc. de la maladie, c'est pas forcément... Voilà. Donc, moi, ça me pose question. Puis je me dis que... Bon, voilà, même connaître le fait des conséquences. Je me dis, finalement, ça va être quoi? Ça va être un risque de trouble du comportement. La personne, on lui dit, oui, vous savez, il y a des risques de trouble du comportement. Ça veut dire quoi, un trouble du comportement? Est-ce que c'est l'agressivité? Est-ce que c'est... Bon. Finalement, moi, je me dis, qu'est-ce qu'une information pertinente? Puis elle est pertinente pour qui? Elle est pertinente pour faire quoi? Enfin, à quoi ça sert tout ça? Je vais vous donner des petits exemples. Marius, notre plus âgé, notre doyen, quand il est allé notre doyen, non, c'est plus jeune, à l'accueil de jour, pour débuter sa prise en charge à l'accueil de jour, finalement, est-ce que c'était vraiment important que je leur dise, bon, il a une maladie d'Alzheimer, évoluée, aphasique, etc. Je pense que d'abord, ils allaient s'en apercevoir. Peut-être que mon apport, pour pouvoir, encore une fois, créer cette synergie dans l'intérêt de Marius, c'était peut-être plus de leur dire que c'était un monsieur qui était extrêmement manuel, qui avait toujours été manuel, qui aimait ça, qui aimait pêcher, qui aimait faire du jardinage, qui était un type plutôt jovial, convivial, qui aimait bien 5 minutes, mais c'est juste très bien, je suis dans les temps. Voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on partage et les informations qu'on doit partager. Je voulais simplement vous citer par rapport à Fanny. Moi, j'ai eu beaucoup une situation, enfin un épisode qui m'a un petit peu étonnée, donc par rapport à elle, où en discutant avec l'aide à domicile, elle m'expliquait un petit peu les stratégies d'adaptation qu'elle avait développées auprès de madame pour pouvoir rentrer en confiance, en lien avec elle. Et elle n'avait aucune connaissance ni du diagnostic, ni de rien du tout. Voilà. Et en fait, on fait un jour une réunion avec la tutrice, tout ça, tout le monde se présente, parce que moi, j'aime bien que tout le monde se voit, tout le monde se parle. Donc, on fait une réunion. Et là, on donne le diagnostic médical. Attention, avec une maladie d'Alzheimer, l'agitation peut vite devenir
se transformer en agressivité, etc. Il faut faire attention. Ah, je vois l'aide ménagère qui se décompose, agressivité, etc. Bon. Et voilà, donc c'est quand même, je me suis dit, bon, c'est un peu problématique. Et là-dessus, ce que je trouve important, c'est finalement de se dire que quand on est professionnel et qu'on intervient comme ça auprès de personnes à domicile, on est effectivement acteur de l'intégration, mais ça veut dire qu'on a une responsabilité. Et ça, la notion de responsabilité vis-à-vis de la personne pour laquelle on intervient, c'est important. Alors, on ne rend pas juste service à la personne. Ça aussi, c'est important, parce qu'on n'est pas là pour rendre service à la personne. On doit rendre des comptes aussi sur ce que l'on fait. Ça, c'est important, je pense. Voilà. Parce que moi, j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu épatée, qui étaient quand même avec tout ce qu'on fait pour elle. Non. Oui, mais non. Voilà. Dans les situations, en conclusion, dans les situations concrètes que j'ai pu rencontrer, je vois souvent qu'on essaie de faire entrer finalement des ronds dans des carrés. Et puis on s'étonne que cela ne fonctionne pas, qu'il y ait des résistances, des refus. La personne refuse, elle est dans le refus. Des zones non couvertes, non prises en charge. Alors il existe plein de choses dans notre cité pour maintenir l'intégration, pour intégrer les personnes et leurs proches. Mais peut-être que tout ça est encore rigide ou administratif ou réglementaire, pas assez adaptable aux besoins des personnes et de leurs proches, aux situations familiales, financières aussi. C'est aussi une réalité. Il faut changer notre culture de l'intégration. Nous sommes au service des personnes et de leur intégration. Nous sommes responsables de nous adapter. Il reste encore plein de choses à inventer, à imaginer, à créer pour répondre éthiquement, humainement, encore mieux aux souhaits des personnes et de leurs proches. Merci.